Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce symposium Philips sur le sujet de l'anatomopathologie, radiologie, l'intégration des deux disciplines, quels sont les enjeux et les perspectives à venir. Donc merci à tous pour votre présence. On a un beau panel autour de la table que je vais présenter dans un instant. En introduction, donc je me présente, Pascal Dussert, je dirige les activités informatiques chez Philips. Deux mots sur la stratégie Philips dans l'informatique en imagerie au sens large. Notre stratégie est vraiment de connecter l'ensemble des données diagnostiques tout au long du continuum de santé, à la fois les données d'écho, cardio, imagerie, anatomopathologie, génétique, vidéo, photo, l'ensemble des données qui peuvent être produites à la fois sur les plateaux techniques et dans les services, pour fournir le tout sur une même plateforme et derrière fournir des outils diagnostiques avancés. On est aujourd'hui dans un environnement qui est de plus en plus complexe en termes de processus, de prise en charge, avec de plus en plus d'acteurs qui interviennent dans les parcours patients, de plus en plus de professionnels, des patients qui sont de plus en plus engagés dans leur parcours, en amont, en aval, avec de plus en plus de second avis. Donc, l'enjeu, c'est de pouvoir fournir des solutions qui puissent connecter l'ensemble des données diagnostiques pour que chaque professionnel, à chaque étape de la prise en charge, puisse avoir les informations pertinentes. Et le plus on s'oriente vers une médecine de précision, au plus on a d'intervenants et au plus on a besoin d'outils qui soient connectés et performants. Évidemment, la complexité supplémentaire, c'est un environnement très éclaté en termes de géographie, avec des sites qui sont sur un territoire avec des systèmes d'information différents, avec des stratégies différentes, mais qui interviennent dans le parcours patient et que on doit connecter. Et c'est aussi cette capacité que l'on a au travers de nos solutions informatiques de connecter différents systèmes d'information au travers de notre plateforme. Notre plateforme, aujourd'hui, elle est particulièrement riche. Vous avez peut-être vu dans l'annonce faite dans la semaine dernière, Philips a fait l'acquisition de la société Carestream, c'est la partie informatique de Carestream. Donc on devient aujourd'hui l'acteur numéro 1 en France sur des plateformes de stockage, d'archivage, d'échange et partage de données en imagerie, complétées par notre savoir-faire Philips en imagerie, en radio, en anapath et en cardio et dans d'autres disciplines. Donc c'est vraiment la somme des deux mondes d'un point de vue technologie, une plateforme éprouvée et derrière une richesse, une profondeur clinique connue par les utilisateurs Philips. Je passe maintenant la parole à notre panel autour donc on a voulu faire ce symposium autour d'une table ronde. Le sujet de l'anapath on est aujourd'hui leader Philips sur le sujet de l'anapath. On est très présent dans de nombreux établissements sur le sujet de la radio, y compris en informatique. On a vu beaucoup de changements arriver de ces dernières années sur un rapprochement de ces deux disciplines. Et on a souhaité en faire un symposium pour pouvoir présenter ce qui est réalisé à la fois en gouvernance au niveau des établissements, à la fois en projet de recherche, et puis comment le numérique peut être un levier pour accompagner cette transformation et ce rapprochement des deux disciplines. Et donc là, c'est la raison de la présence de ce panel aujourd'hui autour de la table. Et puis aussi, on souhaitait avoir la vue des institutions, la Société française de radiologie, représentée aussi par le professeur Douek, qui est membre du bureau de la SFR. On voulait aussi avoir le point de vue de la Société française de pathologie, avec aujourd'hui le professeur Sabourin, qui est aussi président de Carrefour Pathologie, qui aura lieu ici dans ces locaux dans un mois environ. Et puis le retour d'expérience de deux binômes, le binôme de l'hôpital Beaujon à la PHP, avec le professeur Villegrain, chef de service radiologie de l'hôpital Beaujon, le professeur Paradis, chef de service de l'anapath à l'hôpital Beaujon également, qui ont travaillé sur le projet de recherche et vous feront part de leurs travaux. Et puis, on est ravis de commencer une belle aventure avec le CHU de Rennes, ici représenté par le professeur Govritch, chef de service d'imagerie, et puis chef de pôle d'imagerie, et puis
Dr Caméraire Jacquet, qui va piloter le projet de numérisation. Donc le CHU est le premier établissement en France à vraiment se lancer dans fait partie vraiment des premiers à se lancer dans cette aventure de la digitalisation de l'ANAPAT. Et donc il y a effectivement un levier pour derrière des collaborations fortes avec l'imagerie. Voilà. En introduction, je vous laisse la parole, professeur Dweck, sur le point de vue de l'ASFR sur le sujet. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, je vais enchaîner tout de suite. Globalement, donc je vais vous parler un petit peu des enjeux, des perspectives d'intégration de l'anatomopathologie, de la radiologie, puis j'essaierai d'élargir un peu le débat. Donc, vous le savez, la quasi-totalité des maladies humaines, et notamment les plus complexes, nécessitent la biologie et l'imagerie pour établir un diagnostic, un pronostic et un suivi. Et les performances convergentes de ces techniques diagnostiques n'ont en fait été que très peu explorées de façon systématique, avec un objectif translationnel de développement combiné. L'ANAPAT et la radiologie sont au cœur du diagnostic du cancer, mais en fait continuent de travailler en silos distincts, sans vraiment lien informatique direct. Et en fait, quand on regarde les chiffres de l'INCa, on voit qu'il y a une augmentation exponentielle du nombre de RCP, où globalement les dossiers médicaux complexes sont discutés avec de nombreuses options de traitement désormais disponibles. Donc l'enjeu en fait pour les années à venir est de faire évoluer les organisations, de faire évoluer les métiers pour améliorer l'intégration des spécialités de l'imagerie et de l'ANAPAT. La numérisation de l'imagerie, elle est finalisée depuis maintenant de nombreuses années. La numérisation de l'ANAPAT est en cours et donc on va voir ce qui se passe à Rennes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à une deuxième étape. On avait l'étape des PACS, mais maintenant, avec en fait les récents progrès de l'informatique et de l'intelligence artificielle, on va construire des systèmes de diagnostic intégrés autour de l'image pour continuer d'améliorer la qualité des soins prodigués aux patients. Et donc, c'est vraiment une révolution qu'on est en train de vivre. On a vécu les PACS, on voit la numérisation de l'ANAPAT, et maintenant, on voit l'arrivée en fait de nouvelles technologies informatiques. Et si on veut élargir un peu le débat, on va en fait essayer de détecter des signaux infracliniques de l'imagerie médicale au signal biologique et même au dossier patient pour définir en fait une nouvelle combinaison de variables de biologie et d'imagerie. Alors vous avez tous entendu parler de la radiomique avec, en particulier dans le cancer, tout un tas d'éléments hétérogènes au niveau de l'imagerie, au niveau de l'ANAPAT, mais également au niveau de la génétique, par exemple. Tout ceci, en fait, pour aboutir à avoir des critères qui, finalement, vont arriver à quelque chose de numérique, qui va être une cartographie, un mapping des lésions. Et l'idée, c'est de concentrer, en fait, autour de ça, des spécificités pour reconnaître, en fait, des anomalies clinico, radiologiques, ANAPAT, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on est dans des évolutions techniques. C'est-à-dire qu'au niveau génétique, il y a des technos qui ont avancé de manière très importante ces dernières années. En imagerie, vous le savez, on a l'imagerie haute résolution, l'imagerie spectrale, l'imagerie fonctionnelle, avec la caractérisation tissulaire et moléculaire, tous ces éléments qui vont permettre en fait d'abonder dans les informations qu'on va fournir en fait à nos systèmes d'information. Si vous regardez la littérature, il y a une augmentation exponentielle du nombre de papiers autour de la radiomique, à partir de ce papier de Lambin de 2012. Et si on regarde au niveau international, donc d'abord dans les papiers, c'est beaucoup de papiers de radiologie, beaucoup de papiers en oncologie et aussi des papiers en mathématiques. Et au niveau international, c'est les États-Unis, la Chine, l'Allemagne, l'Inde, l'Angleterre et la France qui arrivent en 5e position. Donc il y a une vraie compétition internationale autour de ces développements, autour de la radiomique ou la texture. Et en fait, on va vers un changement d'échelle. On va des omiques, radiomiques, génomiques. Mais en fait, quand on regarde depuis 2012, ça fait déjà, il y a un très grand nombre de papiers. Et pour l'instant, on n'a toujours pas en fait d'éléments vraiment en pratique clinique. Et ça, c'est parce que c'est très difficile, parce qu'il y a une hétérogénéité des données. Par exemple, quand vous passez d'un scanner à un autre, les épaisseurs de coupe ne sont pas les mêmes, les filtres ne sont pas les mêmes. Il y a très peu de résultats sur les données multicentriques. Et avec l'intelligence artificielle et techniques de deep learning, en fait, on va avoir d'autres éléments qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin.
Et il y a 2 papiers là qui viennent de sortir dans Radiologie qui ont montré les intérêts de combiner en fait ces techniques de gestion de données d'intelligence artificielle. Ici, c'est un exemple à partir de l'imagerie spectrale, une diapositive que m'a prêté le professeur Boussel, où vous voyez en fait, grâce à ces neural networks, vous avez un input en imagerie mono-énergétique à 50 keV, une à 100 keV, et en fait, vous allez reconstruire une nouvelle image, qui est une imagerie spectrale en iodé, et vous regardez en fait comment ça se passe. Ça, c'est du temps réel, c'est comment ça marche, le calcul en temps réel. Vous mettez 2 images, et vous allez, en fait, ces systèmes d'intelligence artificielle qui vont aller vous reconstruire une nouvelle image qui correspond finalement à un marqueur que vous allez identifier, qui correspond ici à l'imagerie d'iode. Et ça, on peut l'appliquer pour, par exemple, caractériser le cancer. C'est un papier de l'année dernière où on va pouvoir classer en fait des lésions bénignes ou des lésions malignes en rentrant en fait des éléments d'intelligence artificielle. Mais on a une grosse problématique, c'est qu'on a énormément de données. Elles sont variées, elles sont complexes, elles sont de gros volumes. Et comment on va faire pour gérer et traiter ces données, c'est un vrai problème qu'on doit appréhender. Et c'est là où la numérisation est très importante, et la combinaison des systèmes de numérisation en imagerie, en Anapad par exemple, mais toutes les données numériques, qui sont les énergies, sont très importantes parce que c'est la base technologique qui va nous permettre d'avancer. Ceci s'appuyant bien sûr sur une bonne combinaison des données dans le cadre des RCP, la création au niveau des cliniques, des hôpitaux, de data centers locales organisés, et bien sûr aller plus loin avec, par exemple, ce que fait la SFR avec le DREAMIA ou le Health Data Hub au niveau national pour essayer d'agglomérer les données, non seulement au niveau local, mais également au niveau national, voire international. Ça, c'est un exemple de l'organisation qu'on a au niveau des Hospices civils de Lyon. Donc déjà, on s'organise localement. On a une cellule recherche, on a un partenariat avec un industriel dans le cadre de la recherche. On est en lien avec la direction de la recherche clinique, avec les industriels. On a mis en place un comité qu'on appelle le CIA, qui est le comité d'intelligence artificielle au niveau des Hospices civils de Lyon. On a créé un entrepôt de données. On a créé une cellule data avec un data scientist, un ingénieur. Donc tout ça, ça repose sur des ressources humaines d'excellence, des gens très très bons. Et on a bien sûr le PACS avec l'imagerie, la biologie. J'espère qu'on évoluera vers l'ANAPAT. Et le travail du radiologue. Donc d'abord l'informaticien qui va anonymiser les données et tout ce qui est annotation, validation, où le radiologue a un rôle très très important pour aller finalement composer des bases de données, valider des algorithmes et définir des biomarqueurs. Donc pour conclure, en fait, on est vraiment à fond dans quelque chose qui va transformer notre vie de radiologue au quotidien. C'est stocker et analyser les données par l'intelligence artificielle, d'imagerie et de biologie. Il faudra bien sûr s'appuyer sur une expertise clinique d'excellence et adapter ça à des domaines de thérapeutique ciblés. Et bien sûr, on ne pourra pas faire ça tout seul. Il faut le faire avec les partenaires industriels, avec les partenaires institutionnels, pour aller vers délivrer des nouveaux biomarqueurs. C'est tout l'enjeu de ce qui est en train de se produire. Bon, merci. On va enchaîner. Donc, je pense qu'on va parler maintenant de l'expérience de Beaujon. Bonjour, donc on est ravis de partager avec vous notre expérience à Beaujon. On va voir que déjà le rationnel a déjà été très bien exploré. Et effectivement, je voudrais juste insister que la radiologie et l'anatomopathologie sont 2 disciplines de l'image, qu'elles sont complémentaires. Pourquoi ? Parce que en imagerie, vous allez donc aborder l'aspect morphologique, mais également l'aspect fonctionnel avec la médecine nucléaire. La radiologie va l'aborder avec un aspect macroscopique, l'échelle macroscopique, et nous, l'anatomopathologie, on va l'aborder avec un aspect microscopique. On va bien entendu fournir à partir de ces données, de ces images, des données qualitatives et quantitatives qui vont donc très bien se prêter au traitement par des approches d'intelligence artificielle. Et ce que je voudrais souligner, c'est qu'en RCP, eh bien, vous voyez toujours un radiologue et un anatomopathologiste au contact des cliniciens. Donc on a exactement la même approche en pratique de tous les jours. Comme il a été dit, on travaille actuellement
encore trop en silo. Et quand on voit le circuit d'un patient qui arrive dans un service, il va aller d'abord rencontrer les radiologues, parfois les médecins, la médecine nucléaire, et puis au final, on va être amené à faire un prélèvement histologique. Donc il faut casser cette approche en silo et essayer de mettre en avant l'approche que l'on peut offrir, c'est-à-dire une approche multiparamétrique, multi-échelle, qui va permettre une caractérisation très exhaustive des tissus, que ce soit du cancer, mais également des pathologies non cancéreuses. Alors nous, notre expérience, à Beaujon, elle a démarré dans les années 2000. Vous savez qu'à l'assistance publique, on fonctionne en pôle à partir des années 2000, et on avait donc construit un pôle BIP pour biologie, imagerie, pathologie. Donc il y avait déjà la radiologie et l'ANAPAT qui étaient incluses dans ce pôle. Et puis on a cheminé vers une restructuration de ce pôle. Et en 2011, on a proposé un pôle dédié déjà à l'image, en gardant l'imagerie, la pathologie, exit la biologie, et on a intégré la physiologie. Et je dois dire qu'à cette époque, et c'était vraiment très soutenu par Valérie Vigrin et Pierre Bédossa, ça a été le seul pôle d'imagerie au sein de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et puis en fait, notre expérience qui était très positive et constructive, on a essayé de la faire partager avec les autres hôpitaux de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et puis maintenant, on ne parle plus de pôle. Maintenant, nous sommes en DMU, département médico-universitaire. Et nous, on a conservé notre structure d'intégration de radiologie et de pathologie. Donc, nous avons notre DMU DREAM dans la APHP.Nord. Mais vous voyez qu'on a fait des petits, puisque maintenant, les 4 centres de la PHP ont vu des DMU de radiologie-pathologie. Alors, qu'est-ce que ça nous a permis de faire? En fait, c'est une collaboration qui est très fructueuse. Ça a permis de développer des projets structurants au sein de l'hôpital Beaujon, avec un projet DHU Unity. Je vous en dirai juste quelques mots. En 2018, le succès du dépôt d'un projet RHU, Quid-NASH. Vous voyez, le titre, c'est Quantitative Imaging in Diabetes and NASH. Valérie vous en parlera. Et puis, plus récemment, on a répondu à l'appel à projet FHU de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, et on a été présélectionné. Et ce projet FHU, c'est exactement la raison pour laquelle on est réunis aujourd'hui. C'est l'intégration des données de radiologie et d'ANAPAT pour une meilleure prise en charge des patients. Alors, à côté de ces projets structurants, ça nous a permis aussi de répondre à des appels à projets plus de recherche fondamentale et translationnelle, avec un projet Horizon 2020 en 2016 et puis un projet en 2017, Rideau, dont Valérie vous parlera, en collaboration avec Philips. Alors, juste quelques mots sur le projet DHU Unity. On s'intéressait aux besoins non remplis dans les maladies rares, complexes et sévères en pathologie digestive et hépatique. C'est un projet qui regroupe 10 unités d'hépatogastro-entérologie dans notre groupe hospitalier, et bien entendu des départements de disciplines transversales, dont la radiologie et l'ANAPAT, qui étaient les leaders du World Package de recherche fondamentale, qui visait à, en intégrant nos données histologiques et macroscopiques en imagerie, d'étudier ou d'établir les conséquences du déséquilibre de la balance vasculaire artérielle et portale dans les pathologies hépatiques, l'impact de l'hypoxie aiguë et chronique dans les lésions tissulaires, et une approche dans les tumeurs vasculaires hépatiques et tumeurs neuroendocrines, essayer d'étudier la relation entre la fonction et l'angiogénèse dans ces lésions. Alors, conséquence du DMU, et on avance dans un deuxième projet structurant, le RHU. Alors, c'est un projet de recherche hospitalo-universitaire qu'on a fait avec également le DHU Authors pour essayer de déterminer des biomarqueurs non invasifs pour quantifier le foie, et notamment chez les patients diabétiques. Vous savez que chez les patients diabétiques de diabète de type 2, la stéatose hépatique s'observe dans 50% des cas, et dans un tiers des patients, il y a une stéatohépatite. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est diagnostiquer ces deux formes
parce que la stéatohépatite peut conduire à la cirrhose. Donc, comment fait-on le diagnostic aujourd'hui? De façon très classique, par la biopsie. Vous avez ici une stéatose, ici marqueur de l'inflammation, en dessous la fibrose. Et donc, on propose, et donc le projet a bien sûr été accepté, nous avons déjà inclus plus de 100 patients, des marqueurs non invasifs avec de l'échographie quantitative, de la biologie et des combinaisons bien sûr de tests sériques, et enfin des marqueurs également en IRM. Voilà par exemple quelques cas où systématiquement tous les patients ont une indication à la biopsie hépatique, et ça ce sont des cas de stéatose, et vous voyez ici le grade de stéatose en anatomopathologie qui va de S0 à S3, S1, S2, S3, et donc on va utiliser ces marqueurs non invasifs ici en échographie, des choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir en échographie, puisqu'on va calculer l'atténuation du faisceau ultrasonore, on va calculer l'estimation de la vitesse des ultrasons, et avec ces deux paramètres, on voit bien qu'avec les degrés de stéatose grandissante, eh bien on aura une atténuation tissulaire plus importante et une réduction de la vitesse de propagation des ondes, bien sûr, en confrontant aussi avec les données fournies par l'IRM. On peut même aller plus loin. C'est donc non seulement de faire de l'élastographie par ultrason, mais c'est une technique que vous connaissez bien, mais pour pouvoir essayer d'avoir ce marqueur d'inflammation. Et voici 3 exemples différents chez 3 patients. Ici, la biopsie montre qu'il y a une activité moyenne, un peu d'inflammation, un petit peu de fibrose, et vous voyez que la dispersion, qui est finalement la dispersion en fonction de la vitesse des ondes de cisaillement, est plutôt faible. On a un patient ici où il n'y a toujours pas plus de fibrose, mais beaucoup plus d'inflammation hépatique, où on a donc une élévation de cette dispersion. Et enfin, le 3e patient, avec une cartographie bien différente, montre que bien sûr il a une cirrhose, avec 12 kPa en élasticité, mais surtout la dispersion est encore plus augmentée et traduit bien l'association à la cirrhose de l'inflammation. Donc c'est véritablement travailler sur ces biomarqueurs en complète relation avec l'anatomopathologie. La 3e chose qui nous a permis d'avancer dans la structuration, ça a été l'évaluation HCERS qui s'est faite il y a 1 an et demi donc à l'hôpital Nord. Et je dirais qu'en dehors des pôles et des axes très classiques des hôpitaux Bichat, Beaujon, Louis-Mourier, maladies infectieuses, cœur, vaisseau, thorax et maladies de l'appareil digestif, nous avons donc proposé un axe imagerie ainsi que d'autres axes émergents, axes imagerie ayant été très bien évalués par l'HCERS. Et donc ça nous a donné beaucoup de confiance, et toute cette réflexion nous a permis de déposer ce projet FHU, qui est la suite des DMU, désolé pour les acronymes, mais c'est donc Fédération Hospitalo-Universitaire. Et le but, c'est vraiment montrer qu'il y a une cohérence à travailler ensemble et une cohérence à travailler sur certaines thématiques. Pourquoi le nom mosaïque? Moi, je trouve ça assez joli parce que multiscale, on voit bien qu'on travaille en multi-échelle. On va essayer de optimiser la stratégie et bien sûr d'utiliser des outils d'intelligence artificielle. Alors, on veut dépasser le stade de pathomix, radiomix. On veut proposer donc imagomix, c'est bien de l'image microscopique à macroscopique. Et dans ce projet, identifier des critères morphologiques, pronostiques et théranostiques de façon non invasive, toujours en étroite relation avec l'anatomopathologie, mais pour développer vraiment ce concept de biopsie virtuelle. C'est un projet académique, c'est aussi un projet industriel, et on est heureux d'avoir plusieurs industriels, Ipsen, Hodgkin, mais en particulier aussi Philips aujourd'hui. Alors, on a voulu le faire flécher sur des pathologies abdominales circonscrites. Je ne vais pas détailler, je vais juste vous expliquer un peu comment on envisage les choses. Bien sûr, il y a une partie de cohorte clinique avec des biobanques. Il y a aussi une partie très importante d'imagerie, avec l'imagerie médicale, la médecine nucléaire, la pathologie, et puis avec cette étape qu'on est tous en train de vivre, qui est l'intégration des données, à la fois le côté technique, mais également comment il faut faire, et puis après d'utiliser des outils d'intelligence artificielle pour arriver dans les 2 pathologies que nous avons ciblées à pouvoir établir le pronostic, mais également la théranostics, et in fine, eh bien, on voudrait développer aussi d'autres approches en imagerie pour vraiment avancer sur la piste de la biopsie virtuelle.
Alors, à côté de ces gros projets structurants, je voudrais partager avec vous 2 autres projets qui nous ont impliqués déjà depuis quelques années. Le premier est un projet FORCE, qui est un projet Horizon 2020, porté par Ralph Sinkus, qui est en fait un projet qui vise à déterminer, encore une fois de façon non invasive, les caractéristiques des tumeurs par déterminer leur pression interstitielle. Alors, il y a différentes applications en neuro, en sein. Ici, nous avons bien sûr travaillé sur le foie. Et l'idée, le postulat de départ, c'est de dire que l'invasion microvasculaire, qui est un facteur pronostic essentiel dans le carcinome hépatocellulaire, était peut-être liée à cette pression interstitielle. Or, comment fait-on pour mesurer la pression interstitielle? On peut mettre une aiguille à l'intérieur d'une tumeur, mais c'est un peu compliqué, et puis c'est très variable. Et donc, en utilisant des techniques très poussées d'élastographie par IRM. Et là, ce sont vraiment des résultats très, très, très préliminaires. Mais vous voyez que dans notre toute petite série, on est en train d'inclure des patients. Eh bien, on observe bien que la différence de pression interstitielle mesurée de façon non invasive pourrait être corrélée à l'invasion microvasculaire. Enfin, le projet RIDO, qui est un projet qui est bien sûr un projet de radiomique et d'intégration des données hétérogènes en oncologie, avec 2 centres à l'AP. Le premier, c'est l'HEGP avec Laure Fournier pour le cancer bronchique et nous à Beaujon sur les métastases hépatiques. Vraiment, le but, c'est de développer et d'exploiter au mieux l'information contenue dans l'image, que l'on ne voit pas, vraiment la radiomique, pour la médecine de précision. Comme cela vous a déjà été dit, aujourd'hui, on travaille beaucoup en silo. On a des tas de données, on a des données d'imagerie, on a des données cliniques, on a des données biologiques, on a des données d'anatomopathologiques. On va tous arriver à un compte-rendu et puis, dans le meilleur des cas, et heureusement ça se passe souvent, eh bien, on va réunir ces observations et on va les discuter ensemble lors d'un staff multidisciplinaire. Et ce qu'on veut, c'est faire autre chose et on veut justement que toutes ces données finalement arrivent à un endroit. Bien sûr, le préalable, c'est d'avoir des données de qualité, donc de pouvoir les annoter, faire du post-traitement, en particulier pour l'imagerie, dans un entrepôt de données hétérogènes, et puis de pouvoir à la fois utiliser ces outils pour des plateformes d'outils de recherche pour continuer à explorer des biomarqueurs, ou au contraire, eh bien, une fois que les signatures sont validées, de pouvoir vraiment intégrer ces outils dans des consoles de RCP comme outils à la décision. Alors, quel modèle on a pris? Donc, les métastases hépatiques. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie question clinique. Vous savez que le meilleur traitement, c'est la chirurgie et encadré de chimiothérapie. Donc, chimiothérapie périopératoire. Mais ce qu'on sait bien, c'est que la survie des patients, elle est liée à la réponse histologique. Et elle est évidemment nettement meilleure chez les patients répondeurs, voici un exemple, que chez les patients qui ne répondent pas. Est-ce qu'on est bon en imagerie pour anticiper cette réponse histologique? Eh bien, pas très bien. Et donc, c'est la raison pour laquelle on veut travailler et avancer dans ce projet. Alors, cette collaboration depuis des années, elle s'explique et on a peut-être quelques recettes qu'on voudrait partager avec vous. La première, c'est qu'on est vraiment dans une interaction, je dirais, quasi constante ou permanente. Pas que nos équipes. On a par exemple pas mal d'internes en radiologie qui vont passer 6 mois comme internes en anatomopathologie à l'hôpital Beaujon. On a en commun beaucoup de masters et de thèses. On fait beaucoup d'enseignements communs. On a eu pendant 12 ou 13 ans une journée de radiopathologique commune. Aujourd'hui, en témoigne, on fait beaucoup de présentations en commun. On travaille aussi dans le cadre du soin en commun et les projets de recherche collaboratifs. Et puis en témoigne, je me suis amusée donc il y a quelques jours à faire quelque chose que j'avais jamais fait. J'ai mis Valérie Paradis et Valérie Villegain dans PubMed et on a à notre actif un certain nombre de travaux qui témoignent vraiment d'une volonté d'être impliqués ensemble, donc au niveau du soin, au niveau de la recherche et au niveau de l'enseignement. Bien sûr, il y a des enjeux et c'est Valérie qui va vous les présenter. Alors, on va aller assez vite parce qu'ils ont déjà été très bien détaillés dans la première présentation. Et bien entendu, le principal enjeu, ça va être de développer une plateforme d'imagerie numérique commune, donc intégrer les images de radiologie, d'anapath et voir d'autres approches technologiques qui sont en cours de développement. Donc, bien entendu, il va falloir améliorer le workflow de traitement des images, proposer une analyse standardisée de ces images et puis identifier des biomarqueurs multi-échelles. Alors, les verrous, je crois que là, c'est les anapathes qui vont avoir besoin de beaucoup d'aide
pour lever ces verrous. Déjà, vous savez qu'il y a quand même tous les services d'ANAPAT ne sont pas équipés en scanner de lame. C'est même très peu sont équipés en scanner de lame et très peu ont une activité de pathologie digitale à 100%. Je crois qu'il y a l'exemple de l'hôpital de Bicêtre qui a franchi le pas l'année dernière. Nous, on fait ça de façon très anecdotique encore. Il va falloir faire le lien entre les images et notre système de gestion de laboratoire. Il va falloir, et vous savez que nos images histologiques sont des images qui sont très très lourdes. Je veux dire, une image d'histologie, en gros, c'est un scanner. C'est le volume des images d'un scanner. Donc, il va falloir arriver à gérer ce volume des images et puis aussi le réseau pour que l'on puisse lire aussi vite en pathologie digitale qu'au microscope. Au microscope, on a été formé qu'un microscope, donc on est très rapide à faire varier la vis micrométrique, mais c'est le réseau informatique, en l'occurrence à l'assistance publique, est quand même assez faible, et donc il va falloir que nous on s'y mette, mais qu'on ait également de l'aide de notre administration. Donc l'enjeu, bien entendu, c'est améliorer la prise en charge non invasive. Moi, j'ai bien conscience que quand j'ai un échantillon, c'est un échantillon qui me parvient de façon invasive et que pour le patient, ce n'est pas l'idéal. Donc il faut absolument qu'on participe au développement des marqueurs non invasifs, même si ça va un peu changer notre pratique de tous les jours. Et je crois que c'est ce que l'on fait à Beaujon. On estime encore que l'histologie est le gold standard, avec certaines limites, on veut bien l'entendre, mais en tout cas, en combinant et en faisant des études de corrélation radiologique et pathologique, eh bien, on a bien vu qu'on améliorait le diagnostic des tumeurs hépatiques et en l'occurrence, on améliore le sous-typage des tumeurs hépatocellulaires bénignes et dans bien d'autres contextes également. Et puis je crois qu'il ne faut pas oublier, on est hospitalo-universitaire, on fait de l'enseignement, on va être responsable de la formation des futurs médecins. Donc je crois que ça va être le futur. Donc il faut que les radiologues comprennent et intègrent mieux l'ANAPAT dans leur pratique, également que les ANAPAT apprivoisent un peu mieux la radiologie. Et donc, on essaye effectivement de stimuler les échanges entre les étudiants. Il faut peut-être modifier les maquettes de DES et intégrer un peu de radiologie chez les radiologues et un peu de radiologie chez les ANAPAT. Et puis, vous l'avez vu, je crois qu'il faut développer les projets de recherche transversale. On a la chance de le faire depuis longtemps, donc maintenant on a un taux de succès qui grandit et c'est bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas souvent des appels à projets dédiés et que ce n'est pas toujours facile pour le moment d'avoir des financements, mais on est là pour ça. Et donc les perspectives, voilà, c'est de ne pas avoir le radiologue de son côté, l'ANAPAT de son côté, c'est vraiment mettre toutes nos données ensemble. Ça existe déjà, hein, il y a des expériences. Dans cet hôpital, ils ont un bâtiment d'imagerie où l'ANAPAT n'est pas au sous-sol. Hein. L'ANAPAT, il est avec le radiologue dans un très beau bâtiment. Et pourquoi pas envisager de proposer un compte-rendu commun d'imagerie. Après, c'est bien, on a du travail, mais il faut déjà penser au futur. Il y a de nouvelles approches d'imagerie qui arrivent, en particulier des approches d'imagerie moléculaire. Et là, je vous ai mis l'exemple d'imagerie par spectrométrie de masse qu'on développe dans mon équipe de recherche, où vous voyez, c'est une tumeur hépatique, une tumeur mixte hépatobiliaire. Et quand vous mettez cette coupe histologique sans coloration dans le spectromètre de masse, eh bien, vous arrivez très bien à définir cette tumeur, avec encore des données beaucoup plus précises et complémentaires, qui sont là des vraies données moléculaires, qui sont très importantes parce que vous avez la distribution spatiale de ces éléments moléculaires. Et puis, bien entendu, en perspective, ça va être le développement d'algorithmes en utilisant des approches d'intelligence artificielle. Je crois que nos données d'imagerie, elles sont vraiment sous-exploitées. Donc, il faut qu'on arrive à avoir une meilleure caractérisation exhaustive. Pour ça, on l'a dit, il faut des données de grande qualité qui sont standardisées. Pour faire de l'IA, il faut beaucoup d'images. Donc, il faut qu'on mette en commun nos expériences et nos images et donc développer des projets multicentriques.
Donc en conclusion, on est convaincu qu'il faut intégrer l'anapath à la radiologie et la radiologie à l'anapath. On est vraiment dans cette approche multimodale, multi-échelle, pour, comme on l'a dit, une meilleure caractérisation ou la caractérisation la plus exhaustive possible. Tout ça pour un bénéfice aux patients, un bénéfice à nos jeunes qui doivent être formés. Pour le moment, c'est encore des expériences isolées et que l'intégration complète, on y travaille, mais ça va peut-être demander un peu de temps. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a quand même un certain nombre de verrous technologiques, en particulier chez nous, qu'il va falloir lever. Et je vous remercie de votre attention.